France Maghreb 2. Et aujourd'hui en direct sur France Maghreb 2, eh bien vous le savez, c'est Tarek Mami qui assure l'émission Le LGF, le Grand Forum. Aujourd'hui, il est avec nous avec Dounia Tebaoui pour cette émission Le Grand Forum. Bonjour à tous les deux. Bonjour Medjahed, bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Bonjour Medjahed, bonjour Dounia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais. Alors aujourd'hui, une animation un peu spéciale. Christophe Fro a un empêchement personnel. Donc les auditeurs ayant l'habitude et le droit d'écouter cette émission tous les jours de 16h20 jusqu'à 18h, nous remplaçons au pied levé et j'ai le plaisir donc d'être aux côtés de Dounia aujourd'hui. Les auditeurs bien sûr pourront intervenir à tout moment. Normalement on devrait aller faire un tour du côté de Metz où demain il y aura la pose de la première pierre de la grande mosquée de Metz, une première, un travail qui dure depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, donc, nous allons parcourir l'actualité du monde et nous parlerons donc France, Maghreb et international. Pour le Maghreb, donc, nous avons la date commémorative qui aura lieu demain, celle du 8 février 1958. Une date malheureuse, puisque ce jour-là, la guerre d'Algérie battait son plein. La guerre d'Algérie a commencé en 1954, le 1er novembre. En 1958, beaucoup d'Algériens se réfugient en Tunisie, juste à côté de la frontière, un tout petit village. On y passe encore actuellement, il est très réputé, qui s'appelle Sakiet Sidi Youssef. Sakiet étant une espèce de rivière de Sidi Youssef. Et ce jour-là, c'était à la fois jour marché et jour d'école. Et l'aviation française, pour intimider coloniale à l'époque, pour intimider donc les Moudjahidines, on les appelait comme ça à l'époque, en tout cas les résistants algériens, est venu les bombarder dans cette ville de Sakiet, Sidi Youssef. Et en bombardant, en fait, elle bombarde un marché et une école primaire. Et c'est comme ça que vont tomber près de 70 personnes. On veut même pas les compter, combien de Tunisiens, combien d'Algériens, tellement les gens vivaient ensemble. Et sur les 70, il y a plus de 20 élèves, écoliers qui étaient dans leur classe et qui vont donc mourir, plus 150 blessés. Et depuis cette date-là, les Tunisiens et les Algériens fêtent tous les ans ensemble dans la ville de Sakiet cet triste anniversaire. Et il se trouve que quelques années après, toujours dans le cadre de la guerre d'Algérie, cette fois c'est le 8 février 1962, et c'est à Paris, métro Charenton. Il y a une grande manifestation appelée à l'époque par les partis dits de gauche et les syndicats. Et bousculade parce que la police pousse les gens dans le métro Charenton. Et il y a donc 8 ou 9 personnes tuées. On a la liste des gens dans le métro. Ce qui m'a fait faire un tweet ce matin pour dire qu'il y a des dates du calendrier qu'on souhaiterait retirer. Mais que pour la mémoire, on le fait pas. C'est le 8 février 1958 et 62, Sakiet en Tunisie et Charenton juste à côté des studios de la radio. Alors concernant, sur ces deux côtés, concernant le bombardement du village de Sakiet Sidi Youssef, moi j'aimerais bien juste, évoquer un petit peu l'historique parce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, et c'est vrai que je pensais pas que la Tunisie avait eu un rôle dans cette guerre d'Algérie, un rôle de soutien logistique. Et j'aimerais bien juste dire deux mots par rapport à ça, à savoir que ce bombardement a eu lieu donc dans le cadre d'une opération menée par l'armée française dans le cadre de la guerre d'Algérie. Donc ce village tunisien, donc non loin de la frontière algérienne, on est d'accord. Donc ce qui se passait, c'est que l'armée française subissait régulièrement des attaques donc venant de l'autre côté de la frontière de par ce village tunisien. Et c'était vraiment considéré à l'époque comme une véritable base arrière qui apportait un gros même soutien logistique par le transit d'armes et qui hébergeait beaucoup de personnes faisant partie des troupes de l'armée de libération nationale. Le commandement de l'armée française en 1958 en Algérie avait décidé de ne plus tolérer ce qu'elle considérait comme
du harcèlement de ses forces. Le 2 janvier, des Algériens ont réussi à capturer 4 soldats français et les ramener dans la région du Kef. Donc il y a le président du conseil de l'époque, du conseil français, avait envoyé à la suite de ça en conséquence un message à Bourguiba, qui était le président tunisien de l'époque, pour relancer les négociations franco-tunisiennes et rappeler en même temps au président ses obligations de neutralité. Donc il y a le président Bourguiba à l'époque qui a fait une déclaration à la presse en terminant par, je cite, « Si l'action continue, je demanderai l'installation d'un régiment d'un régiment de l'ONU aux frontières ». À Paris, ça a été très mal apprécié puisqu'ils ont considéré que Bourguiba voulait en quelque sorte internationaliser cette guerre d'Algérie. Le 11 janvier, il y a 300 combattants algériens de Saket Sidi Youssef qui ont attaqué en territoire algérien une patrouille française de 50 soldats. Donc évidemment, il y a eu 14 soldats tués, quelques blessés et des prisonniers. Et le 8 février, l'armée française a indiqué qu'un avion avait été touché par une mitrailleuse postée à Saket Sidi Youssef, qui avait dû se poser en urgence en catastrophe à Tébessa, donc en Algérie. Et en représailles, pour conclure, le général Jouot, à l'époque, avait planifié un raid aérien avec l'accord oral du ministre qui s'était dédouané en disant, soi-disant qu'il n'était pas au courant, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il était tout à fait au courant de ce qui se passait, pour autoriser l'utilisation des bombardements lourds, d'où les 78 morts en conséquence, 148 blessés du côté du village, du côté algérien et tunisien. En plein jour de marché, donc ils ont profité du fait qu'il y avait des gens de toute la région qui s'étaient déplacés, de jour d'école. Et en réaction, donc il y a la Tunisie qui a rompu bien évidemment ses relations diplomatiques avec la France, a expulsé plusieurs consuls français, a organisé un blocus des casernes françaises et a déposé plainte auprès de l'ONU. Il y a eu un gros appui, un gros soutien du président américain de l'époque qui a exercé une grosse pression sur le gouvernement français. Face à la polémique, le gouvernement a été renversé par l'Assemblée. Arrêtez-moi, Tarek, si je me trompe. Et cette crise a ouvert la voie au retour du général de Gaulle au pouvoir, ce qui a imposé un accord entre les deux pays, donc dont l'évacuation des troupes françaises du territoire tunisien, à l'exception de Bizerte. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi Bizerte n'a pas été... Alors, en fait, la Tunisie venait d'avoir son indépendance. D'accord. Et Bourguiba, comme dira De Gaulle plus tard, De Gaulle dira de Bourguiba, c'est un si grand homme pour un si petit pays. Et donc, Bourguiba, qui n'était pas partisan de la guerre militaire, mais de la négociation avec la pression militaire, il disait aux Français, si vous négociez pas avec moi, vous aurez à négocier avec ce qu'on appelait en Tunisie les fellagas, c'est-à-dire les résistants armés. Donc vous avez le choix de discuter avec ceux qui portent les armes et qui vous tuent, ou ceux qui vous disent partez, laissez-nous tranquilles. Et il obtient donc la dépendance en 56-57 et commence la guerre d'Algérie. Et Bourguiba ne voulait pas soutenir la révolte militaire en Algérie. Il aurait préféré que ça se passe comme en Tunisie, mais en même temps, il était assez conscient pour savoir que la France ne partirait pas de l'Algérie comme elle est partie de la Tunisie, et qu'il faut aider un petit peu. Et c'était dû à quoi? C'était dû à l'étendue du pays, les la profondeur historique. Bon, l'Algérie, la Tunisie a été occupée en 1881 sur la base d'un protectorat, et quand on fait un protectorat, c'est-à-dire qu'on signe un papier qu'un jour on va partir. Comme au Maroc, oui. C'est une location, en quelque sorte. Alors qu'en Algérie, c'était des départements, c'était la France, hier, comme les Antilles aujourd'hui, c'est pour toujours. C'est comme la Corse, c'est comme plein de territoires conquis par la France, ou pris par la France, ou achetés par la France. Et donc, Bourguiba savait qu'il fallait les deux fers au feu, donc la bataille militaire et la diplomatie. Et c'est pour ça qu'il a autorisé sans aucun problème. Il le fera d'ailleurs plus tard avec les Palestiniens, alors que les Palestiniens sont très loin. Et donc il laisse les Algériens. Alors le deal, c'est que les Algériens ne devaient pas abattre des Français en Tunisie, mais devaient utiliser la Tunisie comme une arrière-base pour venir se reposer, s'alimenter, attaquer. C'était un gros soutien logistique. On prenait on prisonnier des soldats français. Non, mais il faisait tout, mais Bourguiba n'était pas censé savoir qu'il y avait des prisonniers en Tunisie. La règle, c'est ici, vous vous reposez, vous prenez des forces pour attaquer en Algérie et pour revenir ici. Et donc, les Français qui n'étaient pas dupes
des doubles discours de Bourguiba, parce que Bourguiba a dit aux Algériens, comme il l'a dit aux Palestiniens, les Algériens l'ont fait, les Palestiniens beaucoup moins, qu'il faut internationaliser les causes, il faut mettre sur la table de l'ONU la question pour ennuyer le colon et pour que tous les jours on en parle jusqu'à ce que ça lâche. Et donc c'est dans ces conditions qu'il y a eu cette attaque, ce massacre. Et alors il faut rappeler aussi que Bourguiba, qui n'était pas un grand démocrate pour la liberté d'expression à l'époque et jusqu'à la fin de son mandat, a autorisé les Algériens à avoir une demi-heure à la radio tunisienne quotidienne ou 2 ou 3 fois par semaine. Elle était animée par une voix très connue par les anciens Algériens, j'allais dire, parce que la mémoire n'est jamais transmise, qui s'appelle Mohamed Issa. Et c'était pendant l'occupation française? Pendant l'occupation française, donc en Tunisie, en gros, de 57 jusqu'à 62. D'accord. Et il y avait une émission, je crois, tous les 3 jours ou tous les jours, et qui s'appelait La Voix de l'Algérie compétente. D'accord. Et elle disait quand même des choses qu'on considérerait aujourd'hui comme des choses subversives, parce que cette radio faisait le compte-rendu des attaques contre les militaires français en Algérie. Et il dit hier à Soukaras, à 7h du matin, une Katiba, c'est comme ça qu'on les appelait, a attaqué le poste de contrôle des militaires français. Elle en a tué, elle a rajouté toujours un peu, mais c'est pas grave. Oui, elle en a tué 10, elle en a blessé 15, elle a récupéré 15 fusils Mauser, mais c'était fait en toute transparence. En transparence. Sans tabou. Tous les Tunisiens, moi je me rappelle de mon père et des grandes paroles, c'était vers 17h30, et tous les intellectuels d'époque et tous les militants tunisiens rentraient chez eux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, pour écouter la radio et pour écouter la voix de l'Algérie. Et moi, je venais de naître dans cette période-là, donc je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que les après-midi, donc vers les années 59, 60, en tout cas 61, que on était tous regroupés dans le salon. La radio faisait office de ce que faisait, c'était comme la télé au début ici, et donc toute la famille était là, personne ne moufte. Il fallait qu'on écoute sur ordre de mon père ce que les Algériens ont fait pour libérer leur pays. Et c'était comme ça dans toutes les familles tunisiennes. Et quand je vois aujourd'hui des tweets de ces jeunes Algériens d'aujourd'hui qui parlent des 150 millions de dollars déposés à la banque tunisienne, le quoi, le moment, les gens ne connaissent pas leur histoire. Et beaucoup disent que les Tunisiens, les Algériens sont redevables aux Tunisiens. En fait, et c'est pas une question que qui est redevable à qui, c'est qu'on ne choisit pas. Bourguiba avait cette phrase, il dit on ne choisit pas ses voisins, ses frontières. Donc, faut toujours essayer de tout faire pour avoir les meilleures relations. C'est valable dans la vraie vie aussi. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Et c'est pour ça, si vous voulez, que les Algériens d'un certain âge, les Algériens intellectuels, les Algériens, donc, sont grés d'avoir trouvé, parce que c'était plus ou moins la même chose du côté marocain, mais c'était moindre et c'était loin, parce que les attaques se faisaient plutôt sur l'est, sur les Aurès, là où il y a les montagnes, et sur Alger. Sur Oran, il n'y a pas de grandes montagnes dans lesquelles on pouvait se réfugier. Et donc, c'est ça. Et d'ailleurs, quand l'Algérie va vivre sa décennie noire avec le terrorisme consécutif aux élections et tout ça, vous allez avoir le même phénomène. Vous allez avoir beaucoup d'Algériens qui vont, je ne veux pas citer des gens, mais vous avez des artistes algériens, de grands artistes algériens qui vivent aujourd'hui en France, qui ont tous transité en Tunisie, où ils ont vécu pendant 1 an ou 2, les Félag, les X, les Y, et aujourd'hui, quand ils parlent, c'est comme si c'était une parenthèse, personne n'en parle, mais ils sont pas partis d'Alger à Paris, ils ont transité par la Tunisie. Et l'autre chose importante, c'est que pendant cette partie-là, et là j'ai connu plein d'amis, où c'était les parents qui vivaient en Algérie qui venaient en Tunisie, les enfants de France, les Algériens de France qui partaient en Tunisie, et les familles passaient 15 jours se retrouver en Tunisie, à la fois parce que c'est un peu les vacances pour ceux qui vivent en France, et à la fois comme lieu de rencontre. Et donc ça, aujourd'hui, on parlait sur France Maghreb 2, parce que la transmission de la mémoire est un élément fondamental, et les gens, tant qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'on a connu les uns et les autres dans notre histoire proche et lointaine, ils ne peuvent pas se projeter sur la situation, notamment des souffrances d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui ont moins de 30 ans dans la communauté franco-maghrébine pensent que c'est eux, la première génération, qui est en train de se battre contre le racisme, contre la discrimination. Il y a beaucoup d'éléments de l'histoire qui sont un petit peu passés entre les mailles du filet, et moi la première à la Tunisie, je ne savais pas qu'elle avait joué ce rôle
capitale, hein, entre guillemets, pendant la guerre d'Algérie. Et cette guerre d'Algérie, donc, son importance, bien sûr, elle est pour l'Algérie, tout ça. Mais il y a cette étape, il y a l'étape du 8 février 62, où cette fois, ce sont des citoyens français, comme ceux d'aujourd'hui, blancs, catholiques, athées, non pratiquants, qui étaient dans la manifestation pour l'indépendance d'Algérie. Et c'est pour ça que des fois, quand on voit ces télévisions d'infos continues, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu appeler une espèce de résistance à l'époque, on les appelait même les porteurs de valises. Et quand on dit porteurs de valises, faut se pencher sur Wikipédia et ailleurs pour savoir ce que c'est. C'était des gens qui, dans les valises, amenaient l'argent d'un endroit aux autres pour les combattants. Mais il y avait d'autres qui transportaient des armes. Parce qu'il y avait le contrôle au faciès comme aujourd'hui. Et donc, le policier, quand il voit un couple avec 2 valises, un couple blanc, insoupçonné, oui, bien sûr. Dans le métro, il traverse tous les fronts pour emmener l'argent et les armes. Alors que dès qu'il y a quelqu'un d'un peu basané avec une valise, on ouvre, en général, on trouve que des vêtements. Et donc, c'est important pour nous, donc, dans l'éphéméride de la radio, tous les ans. Et notre ami Feu Brahim Hasmaïl, réservé tous les ans une émission spéciale, donc, sur le 8 février, parce que, pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Voilà, devoir de ça mémoire. marche. Bien, on va marquer une pause si vous le voulez bien dans cette émission Le Grand Forum. On va revenir d'ici quelques instants pour la suite évidemment et évoquer d'autres sujets dans un instant. Le Grand Forum aujourd'hui avec Tarek Mami et Dounia Tebaoui. Ne bougez pas, on revient très très vite sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. C'est la suite de l'émission Le Grand Forum tout de suite sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et Dounia Tebaoui en direct. Alors nous sommes de retour sur l'antenne et nous sommes de retour avec un autre sujet dont on va parler, Tarek Mami. Alors on va passer à l'international et puis bien sûr les auditeurs ont la parole. Ah oui, c'est vrai. S'ils veulent intervenir sur cette histoire. Exactement. De l'Algérie, donc de Saket Sidi Youssef. Et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ne connaissaient pas le détail qu'a développé Dounia. Peut-être qu'ils ont entendu dire qu'il y a un bombardement, mais avec ces détails, avec ces morts et tout ça, c'est toujours donc important de mettre son cerveau à l'heure. Justement, Dounia, on rappelle le numéro de téléphone s'ils veulent intervenir, les auditeurs 01 40 33 9000 pour intervenir à tout moment, pour réagir à travers les sujets 01 40 33 90 00. Voilà, donc Dounia, on va passer à l'international et peut-être commencer par ce qui a fait la une des médias pendant plusieurs semaines, mais surtout pendant quelques heures, c'est l'acquittement de M. Trump. De Trump. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est lors de la procédure de destitution. Donc, il y a eu 2 chefs d'accusation retenus contre lui par la Chambre des représentants. Donc, à savoir un abus de pouvoir et, dans un second temps, une entrave à la bonne marche du Congrès. Donc, il a été acquitté puisqu'il est représenté de façon majoritaire. Les Républicains sont majoritaires à l'Assemblée. Au Sénat. Au Sénat. Parce qu'il y a 2 chambres dans le système américain, un petit peu comme le système français. C'est ça. Et donc, il a été acquitté, ce qui était prévisible. Hein. Les démocrates qui ont lancé cette entreprise étaient conscients de toute façon des chances minimes d'obtention d'une destitution. Mais ce qu'ils ont prôné, c'est le fait d'avoir voulu mettre en évidence devant le peuple américain cette histoire-là, la mettre en lumière et surtout par rapport au scrutin de novembre qui va arriver en novembre pour salir son image et qu'il ne soit pas de nouveau réélu. Alors c'est plus compliqué que ça en réalité parce que Monsieur Trump a fait ce qu'on lui reproche. Oui, tout à fait. Bon, sauf que ce reproche, depuis qu'il a été élu, les démocrates qui ne sont pas contents que ce soit pas Hillary Clinton, lui cherchent l'époux et les erreurs. Et d'ailleurs, les premiers conseillers, alors on dit que M. Trump est le président qui a usé le plus de ministres et le plus de conseillers, et plein de ministres, plein de conseillers, surtout les conseillers, ont écrit des livres ravageurs. Et donc, ils ont trouvé, en fait, que M. Trump a appelé le président ukrainien pour lui dire, il y a le fils des candidats qui va se présenter contre moi, qui fait des affaires, faites tout pour le détruire, quoi, de manière à ce que son père s'occupe plus du fils que de cette compagnie. Et il y a toutes les preuves. Et quand donc les démocrates ont lancé la machine, et ils ont demandé à faire auditionner les anciens conseillers de Trump, notamment Bolton. Qui avait des preuves et qui était tout à fait apte à... Et Bolton, par exemple, il a quitté, il a été viré, parce que lui, il était pour une guerre avec l'Iran.
parce que c'est très compliqué la politique. Et donc, mais par contre, il a dit clairement dans les journaux, moi si on m'appelle, je dirai ce que je sais. Et je sais qu'il y a des choses à dire. En sachant que, excuse-moi, je te coupe Tarek, le président du Sénat a dit ok, pour témoigner, à condition que le vote soit majoritaire pour le destituer. Oui, vous savez très bien qu'à l'avance, il n'est pas destitué. Tout à fait. Donc le témoignage n'a pas eu lieu. Voilà. Donc n'ayant pas de témoignage, donc on reste sur les actes. Un auditeur qui on le prend. Tout à fait. On va prendre un auditeur 01 40 33 9000 et on va accueillir Kamel qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Kamel. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ah, très très bien Kamel. Soyez le bienvenu. Tu es le meilleur, hein. Ah bon, bah c'est gentil ça. Après vous. Je t'écoute toujours dans ton émission, mais j'ai pas le temps d'appeler avec le travail. Bah, mais on s'était vu au Cabaret Sauvage à l'anniversaire de Radio France Maghreb, qui était une soirée merveilleuse. Ah bah ça fait plaisir. Bah soyez le bienvenu en tout cas, Kamel. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre, mon cher ami. Merci à vous, merci. Alors Kamel. Alors bonjour à Monsieur Mami. Bonjour à Kamel. Madame, je connais pas son nom. Dunia. C'est Dounia. Dounia, excusez-moi parce que je n'ai pas connu votre prénom. Donc, Monsieur Mami, j'aimerais vous poser une question. Si vous pourriez nous raconter le discours de Jéricho de Monsieur Bourguiba et à son âge. Vous pourrez nous raconter cet événement, s'il vous plaît. Tout à fait. Qui tient de l'histoire de la Tunisie, s'il vous plaît. Ça sera avec plaisir, Monsieur Kamel. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end à... Merci à vous. Bonne écoute. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour parler, évidemment, et réagir à l'actu en direct. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. Et donc, on a dit que si Bolton s'était exprimé, il aurait amené, on dit, des biscuits. Exactement. À l'opposition. Et donc, ce qui n'a pas été le cas. Oui, ce qui n'est pas le cas. Mais de toutes les façons, les procédures de destitution aux États-Unis sont des opérations plus politiques que juridiques. Il y en a eu en gros 3 dans l'histoire des États-Unis. Et aucune des 3 n'a abouti. Celle qui l'a plus proche de nous et que nous connaissons, c'est celle de M. Clinton. Tout à fait. Et la fameuse robe tachée. Et par contre, il y a une fois, c'était avec Nixon. Nixon qui a démissionné. Nixon avait mis donc des micros dans le siège du Parti démocrate. Et là, l'épreuve commençait à venir. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'affaire Watergate pour ceux qui veulent taper le truc. Super film. D'ailleurs, qui s'appelle Gorge profonde. Et la gorge profonde, donc c'est quelqu'un qui est de parti républicain comme Bolton aujourd'hui, mais qui va pas sortir en public parce qu'il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, mais qui va alimenter 2 journalistes. Et faut regarder ce film qui s'appelle Watergate, qui est un film extraordinaire, parce que cette gorge profonde, pourquoi gorge profonde? C'est-à-dire qu'elle a des choses à dire, mais elle n'apparaît pas. Et cette gorge profonde, en fait, ne donne pas des informations, mais confirme ou infirme les informations trouvées par les journalistes et les guider en quelque part, mais leur dit faites votre travail. Et moi, ce que je peux vous dire, vous dites il a dîné le soir du samedi soir avec sa maîtresse. Moi, je vous dis oui, je vous dis non. Et si je vous dis oui, je vous donne quelques biscuits. Mais si je vous dis non, bon. Et donc Watergate est très important. Et donc c'est la fois où le président américain démissionne, donc c'était Nixon, et c'est ainsi Gerald Ford qui était le numéro 2, parce qu'il faut savoir, chers auditrices, chers auditeurs, que dans le système américain, contrairement au système français, on élit toujours un président et un vice-président. Et donc le président est élu pour 4 ans, et s'il a un empêchement, ou s'il tombe malade, ou s'il meurt, on refait pas d'élection. C'est le second qui devient premier, et qui peut se présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le système américain, on n'aime pas toujours l'Amérique pour ce qu'elle fait à travers le monde, mais le système politique américain est l'un des meilleurs du monde sur la stabilité. Ça fait depuis donc plus de 2 siècles et demi, parce que d'abord le mandat est très court, 4 ans, renouvelable une seule fois, dans toute la vie, et donc quelqu'un a fait maximum 8 ans. Il peut pas revenir. Et l'avantage, c'est que le président qui arrive vire, en quelque sorte, toute l'administration qui était avant lui. Il amène ses gars à lui, son équipe, qui vont travailler avec lui 4 ans ou 8 ans. Et quand ils s'en vont, ils vont faire autre chose. C'est un renouveau permanent. C'est un renouveau permanent. Ça s'appelle, je crois, le spoil system. On va prendre un auditeur Bédiaed. Oui, tout à fait. Oui, attendez. Alors, et ce spoil system a l'avantage, est-ce que les gens travaillent, gagnent leur vie, viennent faire de la politique pendant un moment, et repartent.
Alors qu'en France, jusque-là, c'est lui qui arrive à la politique à 26 ans. Il la quitte pas avant 70 ans. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Tout à fait, 01 40 33 9000, c'est monsieur Madouni de Reims qui est avec nous. Bonjour monsieur Madouni. Oui, salam alaikum. Bonjour. Alaykoum salam. Salam alaikum, monsieur Mami et Dunia. Moi, je suis algérien, je suis né aussi, j'ai vécu la guerre d'Algérie, et pendant la guerre d'Algérie, bon, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé, on apprenait les chants de la Tunisie, tous les nashids, monsieur Mami doit les connaître, Oui. tous les nashids de la Tunisie, on les a appris quand on était petit. On a commencé par le nashid national, Ya Houmat, El Houma. Tout à fait. Parce que les jeunes Algériens étaient scolarisés dans les écoles tunisiennes en attendant. Tout à fait. Moi, je suis de côté d'Alger. J'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à mon oncle, parce que mes parents ils étaient partis. On ne savait pas s'ils étaient morts ou s'ils étaient vivants. J'ai demandé d'aller en Tunisie pour apprendre, pour aller à l'école en Tunisie. Oui. Et mon oncle il s'est opposé parce que moi j'ai amené les ravitaillements, Ouais. je le ramenais à manger quand j'étais petit. Passé avec la mare, c'est un peu l'expression. Oui, il y a beaucoup qui pensent que quand on donne l'éducation, on perd le contrôle. En dessous, et dans le truc, je cachais tout, et puis je passais les postes de militaires, quoi, parce qu'il y avait les Algériens aussi, le Harka, comme on appelle ça. Hein. Oui. Celui-là, il le connaît, alors moi, je ramenais des orages, je le mettais sur le blé, là dessus. Quand j'arrive, il dit, je t'ajoute. Voilà, on a en dessous, j'ai amené le vétaillement pour le débat, tout ça, hein. Ouais. J'avais 7 ans, moi je l'ai vécu de bout en bout, et puis j'en avais marre, j'ai dit écoutez, hein, moi il faut me laisser passer en Tunisie pour apprendre, parce que là, que mon oncle il m'a dit, et puis les journaux ils étaient d'accord, sauf que mon oncle, il leur a dit si jamais vous l'envoyez, nous qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il va nous amener les informations? Il va nous dire à manger, tout ça. Alors ils m'ont gardé. Alors voilà. Alors je sais. Bien, moi, j'ai une très grande connaissance, très grande reconnaissance au peuple tunisien qui a raison. Même Boumediene, il avait son quartier général en Tunisie. Oui, il avait 2 quartiers. Il était un peu en Tunisie, où il a fait les études à la Zitouna. Ouais, exactement. Et après, il est parti donc installer le corps militaire à Oujda, au Maroc. Voilà. Et puis de côté marocain, c'est pareil, hein, nos frères tunisiens, marocains, sans le Maroc et la Tunisie, l'Algérie ne serait jamais indépendante. Hein. D'ailleurs, c'est le drame des Palestiniens aujourd'hui, qui n'ont pas donc les pays dans lesquels ils peuvent se cacher, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, et quelque part la Syrie et le Liban. Pourtant, ils ont 4 pays, donc ils auraient pu faire quelque chose. En tout cas, merci à vous. Attendez, monsieur Mami, pour la radio, que vous avez dit que vous écoutez la radio chez nous, parce qu'en Algérie, on écoutait la radio aussi. Hein. On se dit, il n'y en a pas qui bouge, pas une mouche qui vole. Hein. On écoutait on écoutait le... Saout el-Jazair al-Munadila ou un truc comme ça. Voilà, la voix de l'Algérie résistante. Jusqu'à l'indépendance. Ouais. C'est vraiment... D'ailleurs, on a dans les archives de la radio quelque part la dernière émission de ce Mohamed Issa qui dit voilà, l'indépendance est arrivée. On remercie nos frères tunisiens et il finit par une boutade et dit et la radio tunisienne va pouvoir récupérer la demi-heure qu'elle nous donne tous les jours pour qu'elle puisse faire son propre programme. Ya Houmat al-Hima, Ya Houmat al-Hima. Et puis Ashidi, Ya Sama, Ashidi, Ya Sama. Tout ça on le connaît, on a appris tout. C'est les nashids. فلا عاش في تونس من خانها. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et on continue d'accueillir vos appels. Oui, on sent l'émotion de celui qui a vécu tout ça. Et voilà. Donc on termine avec Trump. Donc Trump, il y avait 2 chefs d'accusation. Le premier, donc, c'est d'avoir demandé l'abus de pouvoir. Il a demandé au président ukrainien de tout faire pour mettre les bâtons dans le roue au fils de l'opposant, qui est d'ailleurs candidat aujourd'hui, qui était le vice-président, c'est Joe Biden, de mémoire Biden, et qui était le vice-président de, comment on appelle ça, de monsieur Obama.
D'accord. Et la deuxième, donc, c'était pour entrave, donc bloquer la. Obstruction Et, du congrès. et donc, il a été acquitté 2 fois, et ça lui donne des ailes pour les prochaines élections. Et on va juste un petit mot là pour le vilain petit canard, Monsieur Romney, qui a voté, enfin qui fait partie des Républicains, qui a voté en faveur de la destitution de Trump, donc une petite trahison ou un petit pic qui est assez, qui est un geste assez symbolique, assez fort. Et faut savoir qu'il s'est pas contenté d'un simple suffrage. Il a aussi fait des sorties retentissantes et il a déclaré, donc je cite, 2 points. Ouvrez les guillemets. Tout à fait. Le fait de tenter de corrompre une élection pour se maintenir au pouvoir est l'attaque la plus choquante qu'on puisse faire contre la Constitution. C'est un crime contre l'humanité. Donc, est-ce un acte de bravoure? Suicide politique, point de suspension. Non, mais de toute façon, vu l'âge et tout ça, il n'y a plus de suicide politique. Donc, il va terminer là où il est sans aucun problème. Voilà, mais déjà, si un auditeur en prend, sinon, on continue. Alors, on rappelle le numéro 01 40 33 9000 si vous souhaitez réagir à tous les sujets. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. Alors, l'actualité du jour, cher Donia. Les morts continuent à mourir. Alors, je peux même vous dire que aujourd'hui, quand vous commandez un iPhone ou un Mac, comme ils sont fabriqués en Chine, le délai de retard de plus que ça met pour arriver pour les téléphones. Ah oui, ça a été, il y a une corrélation. Moi, je suis en plein dedans. D'accord. Et donc, pour les téléphones, ça rajoute en gros. C'est ce qu'on vous a dit, comme Oui, j'ai reçu le mail et tout. Donc, une grosse semaine. D'accord. Et pour les Macs, c'est 1 mois et demi à 2 mois de retard. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, on parle du coronavirus. Voilà, je resitue. Voilà, donc les téléphones. Ils sont pas prêts d'arriver encore. Voilà, ils sont aussi subissent la conséquence de cette maladie. D'accord. Bon, en tout cas, juste un petit. Alors, c'est quoi ce virus Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le coronavirus. Donc, justement. Alors, il y a une bière d'ailleurs qui porte le même nom. Ah oui? Ah, je ne savais pas. Je ne bois pas d'alcool. Alors, le coronavirus, c'est très bien que vous me posiez cette question parce que ce matin, il y a des scientifiques chinois qui ont fait une annonce très intéressante. Ils seraient sur la bonne voie. Ils seraient sur la bonne voie, voilà. Donc, ils auraient identifié le pangolin. Donc, le pangolin, c'est un petit mammifère à écailles qui est menacé d'extinction. Et c'est un animal qui aurait hébergé ce qu'on appelle... Oui. On va prendre peut-être l'auditeur Oui, tout à fait. 01 40 33 9000. On va accueillir Mohamed qui nous appelle de Paris, qui voulait réagir au sujet de Donald Trump. Bien, bonjour à vous, Mohamed. Bonjour à vous. Bonjour Mohamed. Bonjour à Monsieur Mamie. Bonjour à Donia. Voilà, c'est juste pour intervenir par rapport à Monsieur Mamie qui a dit que l'Amérique est une démocratie ancienne et très solide. En fait, une démocratie où il n'y a que 2 partis qui commandent l'Amérique depuis, c'est-à-dire les démocrates et les républicains, je pense semi-démocratie peut-être, parce qu'il n'y a pas d'autres partis. Et souvent, ces partis sont à la tête de ces partis, c'est les mêmes familles. Il y a des membres, les membres d'une même famille, il y en a un peu chez les démocrates et un petit peu chez les républicains, c'est-à-dire le pouvoir. Sauf Trump quand même, il est le premier, j'espère qu'il sera le dernier. Sa famille n'a jamais été dans la politique. Et la grande dynastie, en fait, ça a été les Kennedy, mais c'est terminé. Oui, mais je veux dire, une démocratie qui a été construite sur... le massacre des Indiens et... Oui, bien sûr. Mais sauf que vous pouvez pas dire que les États-Unis aujourd'hui c'est pas une démocratie quand même. Vous pouvez tout reprocher aux Américains. Ils ont massacré les Indiens, ils ont fait la guerre du Vietnam, ils ont envahi l'Irak, ils ont utilisé le phosphore, ils ont tout fait. Mais on peut pas dire que les États-Unis n'est pas une démocratie, cher ami. Une démocratie, semi-démocratie pour moi, parce que dans une démocratie... si vous voulez, c'est une démocratie qui tourne avec l'argent. Mais c'est quoi la définition? D'abord, c'est quoi la définition d'une démocratie? Nous allons recevoir dans quelques minutes donc un candidat qui va donc se présenter pour l'élection municipale qui arrive. Mais c'est quoi une démocratie? Une démocratie, c'est quand on vote. Mais aux États-Unis, les votes ne s'égalent pas parce qu'il y a des grands électeurs, il y a les petits électeurs. Oui, parce que il y a des votes qui valent plus. En France, chaque personne, les votes se valent, mais aux États-Unis, non. Alors, est-ce que je peux faire une boutade? Allez-y. Alors, la boutade, est-ce que vous faites comme d'autres
vous considérez que la France en général et sa démocratie en particulier est un modèle universel qu'il faut copier en tout? Je pense que quand il y a beaucoup de partis dans un pays, c'est plus... Non, mais la question, la France a été un pays colonialiste. Oui. Pourtant, elle était une démocratie ici, sur le territoire métropolitain. Donc, comme quoi, il faut d'abord se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Et après, avec ses normes, ses propres normes, et après établir est-ce que le modèle français est le modèle universel que nous souhaitons tous, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, mais est-ce que, en général, est-ce que les démocraties qui existent dans le monde et qu'on traite de démocratie, c'est valable et c'est utile pour les peuples? Parce que quand on va élire des personnes qui vont au Parlement ou à l'Assemblée et qui, en particulier, vont travailler pour leur intérêt et laisser le reste, pour moi, c'est pas une démocratie. En Libye, c'était une démocratie, parce qu'en Libye, c'est les quartiers qui commandent. C'est-à-dire. Vous savez comment ça fonctionne? Mais je veux dire, on va dans une région. Donc nous allons recevoir notre candidat. Mais est-ce que vous savez comment fonctionnait la démocratie en Libye? En Libye, pour moi, c'est les quartiers qui commandent. Oui. Mais comment fonctionnent les quartiers? C'est-à-dire dans un quartier, il y a 1000 personnes, oui. Ils se réunissent, ils ont quelqu'un qui vont élire, qui va décider de ce qui va se passer avec l'accord de tout le monde. Oui, et si dans ce quartier-là, les gens s'étaient réunis pour dire on veut plus de Kadhafi, est-ce que ça serait arrivé? Est-ce que Kadhafi s'est reparti? Je pense que... Non, là vous me posez une colle, mais je veux dire, ça risque pas d'y arriver parce que tout le monde était content. Non, alors là, la démocratie... Vous voyez l'état de la Libye maintenant? Non, mais je connais très bien, j'y ai été plusieurs fois et je connais bien le système. Alors en Libye, si vous voulez, en fait, il y a une démocratie tribale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les problèmes que nous avons. C'est-à-dire que Kadhafi était assez malin et connaît bien son pays et il distribuait de l'argent aux chefs des tribus. Et il surveillait que les chefs des tribus distribuaient l'argent à tout le monde. Et donc, il y avait une espèce de double, légitimité. Chaque chef de tribu est bien vu par les membres de sa tribu. Et chaque membre de la tribu, comme il sait que c'est Kadhafi qui donne l'argent, était redevable à Kadhafi. Donc c'est un autre système. Tout à fait, mais sauf qu'il n'y a jamais d'élection en Libye. Non, mais il n'y a jamais d'élection en Libye. En Libye, il n'y avait pas de parlement. Ils vivaient super bien et ils n'avaient pas les problèmes on appelle ça acheter les gens, monsieur. On n'appelle pas ça de la démocratie. La démocratie suppose deux choses. Le vote à terme régulier et le fait de gagner et de partir, et de perdre et de partir, et de gagner et de rester. Et donc, dans un pays dans lequel il n'y a pas de... on appelle ça la passation des pouvoirs pacifiques. En droit. Alors, s'il n'y a pas de passation de pouvoir pacifique, il n'y a pas de démocratie. Oui, mais regardez en Tunisie, notre pays, moi je suis tunisien. Enchanté. Personne n'est parfait. Moi aussi, pour vous rassurer. On est prêt à accueillir la démocratie avec ce qui se passe de nos jours. Parce que pour utiliser une démocratie, il faut être mûr, cultivé et connaître son histoire et l'histoire du monde et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il faut surtout... C'est pas aller à l'Assemblée nationale et crier... Voilà, mais il faut surtout beaucoup de temps. Et vous avez un exemple, en France, après la Révolution, il n'y a pas eu d'élection pendant 70 ans. Et les Tunisiens voudraient qu'au bout de 8 ans, la démocratie à la française s'installe. Il faut un peu de temps. En tout cas, merci pour votre intervention. Et merci. Le système américain est souvent contesté. Et je peux vous dire que moi qui suis de la politique professionnellement, je fais ma vie, des fois, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle américaine, je rouvre mes livres pour rentrer dedans. Parce que entre les primaires, entre le vote populaire et entre le vote des grands électeurs, je peux vous dire que c'est pas évident. Et je peux vous dire que depuis, je sais pas, au moins 20 ans, je ne dors jamais les nuits d'élections américaines. Parce qu'avec le décalage horaire, ça commence en gros à minuit, 1h du matin. Ça se termine à 7h. Ça veut dire que quand les gens normaux, contrairement à moi, dorment, moi je regarde parce que vous avez les gouvernorats qui tombent les unes derrière les autres, et c'est vers 4h, 5h du matin qu'on commence à comprendre qui va gagner. Donc c'est très très compliqué. Alors qu'en France, on a un super truc, on ferme à 18h les petites villes, 20h les grandes villes, le ministre à 20h30 il a ses chiffres, il nous dit en gros voilà le premier, voilà le deuxième, et s'il n'y a pas un Mélenchon qui conteste le premier tour de la présidentielle, on dort à minuit en sachant qui a gagné. Merci à vous. Ouais, tout à fait. De rien, allez, merci à vous, bonne continuation, merci. Merci à vous. Alors,
On a encore quelques minutes, c'est 17h30, c'est ça? Oui, non mais on a le temps. Ouais. Ouais, non mais voilà. Alors on va rappeler le numéro hein, si vous voulez intervenir 01 40 33 9000. Donc on va parler de notre virus. Si vous voulez, on marque une pause comme ça, on est tranquille. Oui, la pub. Voilà, la pause et on revient très vite comme ça. Et puis pour ceux qui veulent intervenir, évidemment 01 40 33 9000. À tout de suite dans l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. La suite de l'émission Le Grand Forum tout de suite sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, Dounia Tebaoui et leurs invités en direct. Alors Docteur, bonjour. Oui, alors nous avons le docteur tout de suite. Bonjour docteur. Aujourd'hui, comment allez-vous tous là? Très bien, puisqu'on est là, on est tous ensemble. Et vous allez me reparler de Jéricho, de Bourguiba, de son discours sur la Palestine. Non. Ah, d'accord. C'est déjà bien épuisé. Là, c'est-à-dire, je suis sous la casquette de médecin, là, donc je suis dans l'expertise. Alors ça, je vais vous laisser avec Donia, parce que Donia, elle est dans le monde médical. Non, mais il va parler médecine. C'est un médecin, c'est un docteur. Ah bah oui. C'est un vrai médecin, c'est pas un docteur en droit. D'accord. Enchanté, docteur. Docteur en médecine. Je suis gynécologue obstétricien, mais du fait, ça fait 2 ans que je suis expatrié pour le développement d'Afrique. D'accord. À partir de Bruxelles, donc j'ai une petite idée que je puisse, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont parlé depuis une semaine à France Maghreb 2, j'aimerais bien donner quelques termes. Donc je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement si c'est... Alors vous allez, docteur, écouter Donia, qui va nous parler de ce virus. Ah, par rapport au coronavirus. Voilà. Allez-y, Donia. C'était un petit mot parce que ce matin, il y a une, comment dirais-je, il y a des scientifiques chinois qui ont fait une petite annonce dans la presse, en disant que suite à leurs recherches, ils avaient plus ou moins identifié l'origine de ce virus-là, et que ça venait du pangolin. Donc j'essaie d'expliquer aux auditeurs ce qu'était le pangolin. Donc le pangolin, c'est un mammifère qui est très comment dirais-je, braconné, plus que le rhinocéros et les éléphants. C'est un mammifère en fait qui serait un hôte intermédiaire, donc porteur du virus, donc qui serait un virus qui viendrait de la chauve-souris. Donc ce qui a été dit au début. C'est pas faux, c'est en plus on le savait. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc on n'a pas de traitement, on n'a rien du tout. On en est encore au stade de la recherche. Si vous voulez, pour faire court, parce que Monsieur Mami aime beaucoup les choses courtes, même quand je parlais de la Syrie, la politique. Je vous en prie. Donc là, on va faire court. En fait, il faut suivre l'OMS, parce qu'on dépend, nous, de l'OMS. Donc actuellement, il y a 22 pays qui sont déjà déclarés. C'est de 22 pays, donc je ne peux pas avoir la liste. Plus la Chine, bien évidemment. En fait, on passe au stade de pandémie. P-A-N-D-E-M-I-E. C'est plus l'épidémie, parce que c'est la pandémie, c'est un stade encore supérieur actuellement. Donc, il y a quand même des trucs rouges. Il faut savoir que ce virus-là, il est en train de muter. Donc, vous l'avez très bien expliqué, ça a commencé de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme. Et puis surtout, les gens, toutes ces histoires de température, tout ça, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, depuis 3-4 jours, voire même depuis une semaine, il y a ce qu'on appelle des malades asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas les symptômes d'une grippe ou quelque chose comme ça. Actuellement, les mesures sont le confinement. Voilà, c'est-à-dire actuellement, si vous voulez, comme une quarantaine autour de la Chine et de 22 pays. En attendant, c'est pas faux, actuellement, et à partir d'Ebola, de H1N1, je ne vais pas faire la liste, en 6 virus actuellement en train de muter. Donc actuellement, les seules choses, les gens, c'est très bien fait chez vous en France, enfin chez nous en France, quand les gens, ils les mettent en 14 jours. En fait, les avions de Marseille qui sont arrivés, il y a eu des gens malades, voyez-vous, qui sont partis en Hollande, ainsi de suite. Donc je peux revenir une deuxième fois, si vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions à éclaircir? Et même les masques, il faut juste les malades avec des masques spécialement conçus, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas malade, il met un masque, ça ne sert absolument à rien. Comme la prise de température, je vous ai expliqué, on peut avoir la température ou même avoir la température, la faire chuter pendant le voyage avec des ferralgans ou n'importe quelle anti-température. Paracétamol, antipyrétique. Antipyrétique, voilà. Donc,
Voilà à peu près ça. Je saute sur l'occasion pour demander à Monsieur Mami une autre fois, parce que là je pense que j'épuise le sujet médical, pour revenir sur la Syrie. Ça a repris, monsieur, vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, tout à fait, bien sûr. Ça a repris d'une manière catastrophique en Syrie, là actuellement. La confrontation, pratiquement, qu'on a déjà discuté à France Maghreb 2 il y a 7 ans, c'est à fond maintenant entre les troupes syriennes et les troupes turques. Là, vous suivez la carte géographique. Et nos amis les Kurdes, comme ma mère qui est kurde, donc nos amis les Kurdes, là, actuellement, ils sont dans de mauvais pétrins. Parce qu'ils ont fait appeler les troupes américaines et occidentales qui les ont lâchés. Et actuellement, maintenant, il y aura des alliances qui vont changer à partir de l'Irak, la Syrie et vers le Yémen. Voilà à peu près. Si je peux changer de casquette en 2 secondes. Merci docteur. En tout cas, là, on avait posé la question il y a 2 ans, pourquoi le gouvernement syrien acceptait de laisser les terroristes, les djihadistes, l'opposition armée partir vers Idlib. On a la réponse. On a mis une espèce de réservoir indien de tous ces djihadistes. Et là, la phase finale de cette partie de la guerre commence, et forcément avec l'armement russe et les hommes syriens, ça dira pas grand chose pour tous les auditeurs, mais les grandes villes de la région d'Idlib sont en train de tomber les unes derrière les autres, avec donc les conséquences que sur les civils que vous connaissez. C'est dramatique. Alors vous rajoutez juste que aujourd'hui dans la presse occidentale on ne parle des civils que quand c'est l'armée de Bachar qui massacre. Mais quand l'armée de Bachar est encore loin du massacre, que ça se massacre entre eux. Voilà, je vous écoute. Voilà. Parce que actuellement les gens là, ce qu'on appelle tout, même Nusra, monsieur Soufiane, le docteur Soufiane connaît bien, on en a discuté, Nusra, plein d'organisations. Et vous avez vu le dernier cadeau que nous avons reçu, aidé directement par l'armée turque en armement, et l'autre moitié ou le 3/4 sont déjà chez vous en Libye, à la frontière tunisienne, algérienne, qui fait peur. Et vous avez vu le cadeau que les Turcs nous ont fait avec l'envoi de monsieur Islam Alouche comme étudiant du côté d'Aix-en-Provence. Donc voilà. Aujourd'hui, moi de toute façon aujourd'hui avec les moyens de communication modernes, je peux vous dire à 1 kilomètre près où se trouvent les uns et les autres. Tout à fait. Et de temps en temps, je fais un petit tweet et j'ai fait donc le dernier tweet qui résume bien la situation, parce que l'armée turque entre en Syrie. Et c'est les Turcs qui menacent les Syriens chez eux. Donc la question, la question, est-ce que c'est d'autres choses. De toute façon, ce monde-là. Non, je vais terminer sur la phrase que j'aime bien. Terminé, monsieur. Oui, on est dans la dernière. Il y a 2 phrases que j'aime bien. Il faut maintenant, comme il a dit, le feu Boumediene. Boumediene, c'est faites-les rentrer en 73. Il l'a dit à Moscou même, quand il a été voir Brejnev parce qu'ils lui ont pas donné les bons armements. Il a dit, il a fait un fameux discours. C'est là qu'il a fait des contrats du pétrole et du gaz avec les Canadiens et les Américains, les USA. Il a dit, faites-les rentrer dans les 12-14 millions de kilomètres carrés. Et c'est là qu'on va être leur cimetière. Et la guerre totale à l'Algérienne dans l'ensemble de... Et ça va être les 2 dernières 20-30 années. Mes 2 dernières phrases avant de passer donc à notre invité, monsieur Bruno Piriou. La première, c'est que l'image que je donne tout le temps, quelqu'un vient rentrer chez vous à la maison, donc les Turcs en Syrie, et tout d'un coup, il vous empêche d'aller à votre frigo pour prendre quelque chose. La deuxième, c'est que malheureusement, depuis 2011, à la fin, c'est toujours des Syriens qui meurent. Ah, tout à fait. Et c'est un pays qui, actuellement, il va renaître de ses cendres dans les 30-40 années. Ouais. Voilà. Merci à vous. Faut pas oublier ce que ça a été la Syrie comme civilisation arabo-musulmane et même avant. C'est quand même le Forat et avec l'Irak. C'est là où l'humanité a créé l'écriture. La parole, et c'est là où la roue, j'ai un ami qui s'appelle, et c'est là où la roue a été créée. Je vous remercie, docteur, parce que je vous remercie parce que notre invité, on ne va pas lui grignoter beaucoup de minutes. Medjahed. Oui, eh bien voilà, donc on est avec notre invité tout de suite sur l'antenne de France Maghreb 2 et Dounia, donc pour l'interview en direct sur France Maghreb 2. Alors aujourd'hui, nous partons à Corbeil-Essonnes. Nous avons la joie d'accueillir avec nous monsieur Bruno Piriou, qui va venir nous parler un petit peu de sa candidature et de son programme pour les municipales 2020 Corbeil-Essonnes. Alors bonjour monsieur Piriou. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter.
Bruno Piriou, 58 ans, habitant à Corbeil-Essonnes, dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes depuis une trentaine d'années. Et voilà, tête de liste de la belle liste Corbeil-Essonnes, notre ville, vivement le printemps 2020. Voilà. D'accord, bon. Alors, Monsieur Piriou, moi j'ai regardé un petit peu le document que vous nous avez remis et je suis habitante aussi de Corbeil-Essonnes. Je tiens quand même à préciser une chose avant de conduire cet entretien. Je vais veiller à l'égalité des chances là. Ça. Non, justement, j'allais en parler. Alors, je ne suis plus je me suis désinvestie un candidat que je militais pour un candidat, donc je me suis désinvestie et je tenais à dire que l'entretien sera conduit de manière la plus neutre possible et stricte. J'ai toute confiance en vous. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le fond de votre programme que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais du coup vous le connaissez, donc on y viendra après. Je vois à Corbeil-Essonnes que vous partez régulièrement à la rencontre des habitants, si ce n'est quasi quotidiennement. Je voulais savoir quelles sont les problématiques qui ressortent et quelle est aujourd'hui la priorité principale pour les habitants de Corbeil-Essonnes. Écoutez, oui, nous sommes allés à la rencontre des habitants depuis maintenant plusieurs années, un peu au quotidien, parce que je pense que s'il y a crise de la politique, l'un des moyens de réparer cette crise, c'est de redonner la parole aux habitants. Je pense qu'une ville n'appartient pas aux élus ni aux maires, la ville appartient à ses habitants et qu'il n'y a pas meilleur qu'eux pour imaginer une qualité de vivre ensemble. Et donc depuis des mois, nous avons même réalisé une enquête audiovisuelle. Nous avons interviewé un panel de Corbeil-Essonnois représentatifs de la population, en âge, en catégorie socio-professionnelle, en quartier, et on leur a demandé ce qui leur plaisait à Corbeil, ce qui leur plaisait pas, comment ils voyaient l'évolution de Corbeil-Essonnes dans les années à venir. Et c'est passionnant. Voilà, penser que les habitants n'auraient pas d'idées, ne sauraient pas ce qui est bon pour eux, c'est mal les connaître. Et donc voilà, les priorités de ce qu'ils nous ont dit, c'était une révélation d'ailleurs d'une certaine façon. C'est que il y a des demandes en équipement, on va y venir, il y a des besoins d'améliorer des services publics. Mais la première revendication des habitants de Corbeil-Essonnes, à mon avis, qui est pas propre à Corbeil-Essonnes, mais c'est particulièrement vrai dans cette ville, c'est le besoin de se rencontrer, le besoin de parler, le besoin de se rassembler. Je crois que vivre dans une ville, c'est insupportable si on vit replié chez soi et que on crée la peur de l'autre. Je pense que d'ailleurs ça a été une stratégie politique de nos adversaires que de faire en sorte que les gens ne se parlent plus, ne se rencontrent plus, divisés pour mieux régner. Eh bien, nous avons pris le contre-pied de cela en permettant des rencontres. Et donc, ce sont depuis des mois des centaines d'habitants qui ont pu regarder ce film, échanger par la suite. Voilà. Une exigence de rencontre, de se retrouver, de vivre ensemble de façon interquartier et intergénérationnelle. Voilà la première des exigences pour les Corbeil-Essonnois. Évidemment, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais la priorité c'est celle-ci. Oui. Enfin, ce qui ressort le plus. J'ai oublié un petit détail. J'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de la gauche unifiée qui est derrière vous. Donc FI, tout le monde, voilà. Alors là, en préparant cette émission, on m'a dit que vous auriez donc réalisé un exploit dans la France de 2020, puisque les partis dits de gauche, d'abord on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui en France, et deux, ces partis sont partis du côté d'En Marche contre En Marche avec LFI pour LFI, et plus personne n'ose se prononcer sur le mot gauche, et on dit même dans un sondage et dans 2 ou 3 articles assez méchants que c'est la dernière ligne de l'effondrement du PS, parce que ça a été par plusieurs étapes, et si le PS s'effondrait aujourd'hui dans la prochaine municipale, il disparaîtrait ou pas. Et donc vous, comment vous avez œuvré pour que ces différents partis de gauche qui sont sur votre document, donc en clair le PS, le PSF, le PCF, Génération, ça veut dire l'ancien PS, l'ancien candidat à la présidentielle, la France Insoumise, l'ancien PS aussi. Comment les Verts, les Verts qui n'étaient pas tout à fait PS, eux ils ont toujours été à part. Mais comment vous avez fait pour reprendre la branche principale que le PS et tous les bras de CPS avec les différentes? Est-ce que c'est la confiance en l'homme qui a fait ça, ou est-ce que c'est la pratique de l'homme
avec tous ces gens qui disent avec lui on peut tester. C'est vrai que ça a été assez exceptionnel. C'était pas forcément prévu comme cela. Ça s'est réalisé juste avant Noël, hein, donc un peu sur le tard, à quelques mois de l'échéance municipale. Je crois que évidemment il y a sûrement ma personnalité, mais ce serait bien prétentieux de penser que c'est que mon affaire. Ça a été la démarche d'une équipe citoyenne qui s'appelle le Printemps de Corbeil-Essonnes, association que nous avons créée il y a 7 ans maintenant. D'ailleurs, voilà, un peu en référence au printemps arabe, disons-le. J'aime pas ce mot. Voilà, vous l'aurez compris. On pourra en reparler. Voilà. Ceci dit, restons au printemps de Corbeil. Tout à fait. Ça nous va. Mais c'était aussi deux idées. C'est que quand des peuples tentent de reprendre leur affaire en main, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on savait qu'on voterait au printemps et de dire voilà, au printemps, de quoi rêvais-tu, comme disait le poète Aragon, eh bien, que les citoyens reprennent leurs affaires en main. Et donc, on a depuis cette année travaillé avec une démarche citoyenne. Je ne suis plus membre d'un parti politique, je ne m'en cache pas, j'ai longtemps été adhérent au Parti communiste, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc nous avons considéré que il y avait bon nombre d'habitants qui aimaient la politique, qui avaient envie de s'en mêler, mais qui ne faisaient plus confiance en personne et plus trop dans les partis politiques. C'est pas un scoop que de dire cela. Et donc nous avons permis à des centaines d'habitants de se mêler des débats publics, l'urbanisation à Corbeil, des problèmes concrets, les inondations. Nous avons organisé des fêtes puisque il n'y en avait plus beaucoup. Nous avons organisé la fête de la musique avec une idée politique qui m'est chère, c'est que il faut arrêter de dire aux habitants vous occupez de rien, nous on s'occupe de tout. Et votez pour nous, on fera ça. Non, je ne crois pas cela. Je crois qu'il faut faire la politique et le moment venu, les habitants peuvent juger par eux-mêmes. Et donc nous avons une démarche citoyenne qui a consisté à non pas partir d'un dogme, d'une société prépensée, d'une ville prépensée ou d'un pays prépensé, en disant ben voilà, on va faire rentrer la réalité de la ville ou de la société dans une pensée préétablie. Non, partons. De ce point de vue, Albert Camus, je crois, nous a appris beaucoup de choses en la matière. Partons de la réalité des hommes et puis essayons de réfléchir avec eux le gouvernement des hommes et des femmes. Et donc nous avons fait cela pendant des années à Corbeil-Essonnes, qui fait que ça a donné une vraie dynamique citoyenne. L'association de Printemps de Corbeil-Essonnes s'est imposée comme une force politique citoyenne, à mon avis, incontournable. Le moment venu, la situation de Corbeil-Essonnes était telle, dramatique, à mon avis, d'une ville dont on nous dit tous les jours qu'elle est un peu abandonnée, eh bien que les forces politiques qui partagent des valeurs, et moi de ce point de vue la gauche partage... Je me permets juste... Eh bien nous ont rejoints et nous avons Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Pourquoi cette réunification n'a pas été faite plus tôt? Je pense que l'évolution de la gauche qui est arrivée un peu à la catastrophe des dernières élections et notamment présidentielles, c'est que je crois qu'il y a une crise profonde de la gauche qui fait que ces 30 dernières années, je le dis voilà rapidement comme ça, hein, l'incapacité du Parti communiste à réussir une vraie mutation et qui permette de se concentrer sur l'essentiel de... moi je pense il y a eu des rénovateurs, il y a eu plein de mouvements. Mais je pense que voilà, moi l'idée de penser le commun, c'est une très belle idée. Voilà, je pense qu'on a eu du mal à sortir du siècle passé, c'est-à-dire que penser qu'on peut faire le bonheur des gens à leur place, on sait où ça mène. Donc il y a une difficulté de ce parti à se régénérer, à se réinventer, et un parti socialiste qui s'est abandonné dans le social-libéralisme et de penser qu'il fallait aménager le capitalisme. Voilà, on est peut-être bien loin des enjeux municipaux, mais cette crise de la gauche fait que voilà, il a fallu aujourd'hui la réinventer. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes élu municipal ou pas? Je suis élu municipal. Et donc vous êtes dans l'opposition aujourd'hui par rapport à l'actuelle majorité. Voilà. Et sur notre radio comme sur d'autres, quel serait le reproche que vous feriez à cette majorité sortante, et peut-être l'erreur ou les erreurs avec S qu'ils ont fait, que vous souhaitez réparer et en tout cas ne pas commettre? Le principal reproche, ça a été de kidnapper un peu le pouvoir municipal, de penser que avec ce maire qui habite Paris, un petit peu loin des habitants de Corbeil-Essonnes, de penser qu'avec quelques conseillers... vous inquiétez pas, il y a des maires de gauche dans l'ouest de Paris qui habitent dans le 16e arrondissement et qui sont élus... Mais vous savez, c'est pour ça que la liste que nous conduisons, on ne dit pas que c'est la liste de la gauche. Je pense que le cadre municipal, moi je souhaite être le maire de tous les Corbeil-Essonnois. C'est peut-être une
une formule un peu obligée, mais sincèrement, le débat, il est de redresser Corbeil, et on le redressera avec tous les habitants, quel que soit leur vote aux dernières élections présidentielles ou européennes. Donc c'est une liste citoyenne, j'assume complètement, je suis très content d'avoir ces forces politiques qui représentent encore quelque chose dans le paysage politique français, notamment les Verts. Aujourd'hui, voilà, tout le monde court après l'écologie. Moi, je reconnais à ce parti politique, bien avant tous les autres, d'avoir eu une pensée sur l'urgence écologique. Il a mis 30 ans pour émerger, mais il fait nuit. On a eu le Vechter et tous les autres, mais au bout de 30 ans, il y a une espèce de génération qui arrive. Je suis content d'avoir ces forces-là. Et pour répondre à votre question, le reproche que je ferai à ce maire, c'est d'avoir... D'abord, c'est de pas assez s'intéresser à cette ville. Il suffit pas d'être un mois avant les élections présent un petit peu à Corbeil-Essonnes. 6 ans, ça, c'est plus important. Et on avait besoin d'avoir un maire qui ait une visée pour cette ville. Voilà, je crois qu'on a une ville qui est reléguée aujourd'hui. C'est pas propre à Corbeil-Essonnes. Moi, je pense que il s'agit pas d'être politicien et de dire que tout serait de la faute du maire. Je pense que si on prend de la hauteur, j'ai été directeur de cabinet il y a 2 ans à Malakoff, dans la petite couronne. Eh bien, il y a là effectivement une profonde inégalité territoriale. Il y a Paris, la petite couronne, qui concentre toutes les richesses, tous les moyens de transport, qui, voilà, un prix du mètre carré qui explose. Il s'agit même pour certains maires de chercher à baisser le prix du mètre carré, puisque les classes qui n'ont plus les moyens quittent ce territoire concentré de richesses. Et il y a nous, à 40 km, où on est relégué par les transports, la galère du RER. Alors, parlez-nous de cette galère là, il y a une transports, parce qu'aujourd'hui, la démocratie veut qu'on se déplace tous de la même manière et aussi vite les uns que les autres. Mais vous, en tant que futur maire, excusez-moi, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport au RERD? Eh bien, en tout cas, d'abord, s'en occuper. Vous voyez, j'ai reçu un cadre de la SNCF il y a un mois à Corbeil-Essonnes, même en tant qu'élu d'opposition, et je remercie d'être venu. Il est venu voir cette gare de Corbeil, qui est d'un no man's land. Il est venu constater l'immensité des terrains qui sont des friches qui appartiennent à la SNCF, qui mériteraient d'être utilisées. Et puis, il n'avait pas besoin de venir pour savoir que c'est une énorme galère pour les habitants de Corbeil-Essonnes que de se rendre tous les jours à Paris, ou aussi d'est en ouest. D'ailleurs, nous avons révélé lors d'une réunion publique il y a 1 an que on avait gagné en 178 ans depuis la création de la ligne de train Paris-Orléans, en 178 ans, on a gagné 5 minutes de temps de trajet pour se rendre à Paris. Eh bien, ce responsable de la SNCF me disait que depuis 25 ans, aucun des maires de Corbeil-Essonnes ne s'était occupé de ce sujet. Donc déjà, en faire une priorité, ce sera dans notre projet. Comment on fait? Eh bien, on rencontre déjà le maire d'à côté, monsieur Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes, vice-président du STIF, et on en fait une bataille politique. Parce que aujourd'hui, voilà, quand on habite Melun ou Brétigny, c'est plus loin de Paris que de Corbeil-Essonnes et on met moins de temps pour aller à Paris. Et donc il y a là des milliards d'euros, oui, à investir, mais le débat est plus de savoir si nous sommes dans un pays pauvre ou un pays riche. On est un des pays les plus riches de la planète. Qu'on nous fasse pas croire qu'il n'y a pas les moyens pour avoir des infrastructures nouvelles, peut-être des voies nouvelles, peut-être effectivement continuer d'investir dans la SNCF, dans l'entretien des voies, parce qu'une des grandes causes des retards, c'est aussi le manque d'entretien. Voilà. Et donc il y a en faire une grande priorité. Il faudra donc un maire qui pèse au niveau de la région, au niveau de l'État aussi, en faire une grande question. Vous serez un maire à plein temps? Alors je serai, d'abord je suis déjà à plein temps, je me suis mis en disponibilité de mes activités, parce qu'on ne peut pas relever tous les... Combien d'habitants? 53 000 habitants, avec les coups partis, on va très vite être à 60 000 habitants, qui est aussi un grand sujet. Je pense qu'il faut un moratoire dans cette ville sur la progression démographique, parce que, voilà, et d'ailleurs, ça a à voir aussi avec les transports. Nous sommes la ligne qui a les villes qui sont sur la ligne D du RER ont explosé démographiquement. Il n'y a pas que Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis, etc. Et donc on n'a pas les infrastructures qui suivent. Et donc ça crée des villes dortoirs. C'est que les gens font le choix d'être dans des villes où le prix du mètre carré est bien inférieur évidemment à la petite couronne. Et donc ils sacrifient le temps de transport pour être un petit peu dans un logement peut-être plus confortable.
et qui coûte moins cher. Et on souffle le week-end et on transpire la semaine pour aller bosser. Pour vous, quelle est la place de Corbeil-Essonnes dans le Grand Paris? Eh bien, je crois qu'il faut que les maires de ces communes interpellent Paris et la métropole. C'est-à-dire que il faut pas que Paris devienne la chasse gardée des habitants qui vivraient intramuros sans voiture où tout irait bien, et puis qui profiterait pour que Paris fonctionne du savoir-faire, de la main-d'œuvre des gens de banlieue qui viennent de ramasser les poubelles jusqu'à être cadres, toutes les tranches des catégories socio-professionnelles qui vivent en banlieue et qui viennent faire la richesse de la capitale. Il y a, je crois, à repenser le lien entre Paris et la grande banlieue, pas que la petite couronne. Donc moi je pense que Corbeil-Essonnes, qui a été une des grandes villes historiques à 40 km au sud de Paris, doit retrouver une dynamique économique. Des territoires arrivent. Je pense à Lieusaint, qui est un territoire en pleine expansion, avec son université, son nouveau théâtre, ses entreprises qui s'installent. Je pense évidemment au plateau de Saclay, à Massy, etc., avec le maire qui a eu l'intelligence, il y a quelques décennies, d'avoir une gare TGV, qui a fait que Massy, eh bien voilà, est aussi à 30 km de Paris, et qui est en plein développement. Il faut que, et je crois, moi je reproche à Manuel Valls, le maire d'Évry, dispose d'un opéra aussi, je crois. d'un opéra, tout à fait. Vous voyez, on a eu deux maires emblématiques à Corbeil-Essonnes et à Évry, quand même. Quelles sont les deux villes voisines qui peuvent dire qu'elles ont eu un maire Premier ministre et un maire 4e fortune de France? Je pense que ces deux maires, ont utilisé plutôt leur mandat à d'autres fins nationales, et que quand il y avait un tel potentiel de pouvoir politique concentré sur un territoire, eh bien, ils se sont un peu occupés d'autre chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi. Est-ce que Corbeil-Essonnes et Évry-Courcouronnes vont être un territoire capable de retrouver une attractivité économique, commerciale, et de réinventer une qualité de vie à 40 km au sud de Paris? Alors moi j'ai une question. Vous avez beaucoup communiqué sur le maire actuel, sur en ce qui vous concerne les personnes qui vous entourent. J'ai vu sur les réseaux sociaux, sur les affichages à Corbeil, on sait qui vous entoure, on sait ce qu'ils font dans la vie, on sait quelle délégation vous avez prévu pour eux. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pris connaissance de votre programme. Je ne sais même pas si les Corbeil-Essonnois ont reçu votre programme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous allez mettre en œuvre concrètement pour les Corbeil-Essonnois, donc en ce qui concerne la transition écologique, les seniors, la jeunesse? Bon là je suis globale, mais quelles mesures concrètes Il nous reste 8 minutes. 8 minutes il me reste. Alors une question, un entonnoir, une question plus précise. La question plus précise que je vais poser, qu'est-ce que, si jamais demain, dimanche, vous êtes élu, vous gagnez, vous êtes maire, quelle est la première mesure prioritaire que vous mettez en place tout de suite? Écoutez, mesure prioritaire, si nous gagnons fin mars, d'accord. Je rappelle que les élections auront lieu les 15 et 22 mars. Voilà. Eh bien, la première des choses qu'on fera, c'est, vous savez, le mois de mai. Est-ce que vous ferez un audit comme tout le monde pour savoir aussi? La première des choses, c'est pas ça qu'on va faire. La première des choses, on va s'installer et puis on va répondre à l'exigence des habitants d'avoir envie de se retrouver et de faire la fête. Vous voyez? Et donc, il n'y a plus de fête de quartier dans cette ville. Nous avons une ville qui a eu une cavalcade, qui a eu une foire de Corbeil-Essonnes, qui avait des fêtes de quartier, qui avait, même au début du mandat de Serge Dassault, des repas partagés, etc. C'est une faute de budget? C'est quoi Non, c'est pas une faute de budget. Le budget de Corbeil-Essonnes, c'est plus de 100 millions, plus de 100 millions d'euros. Une ville de 60 000 habitants. Qui peut croire que nous avons organisé, on peut le dire, la fête de la musique, nous, l'opposition. 1200 personnes, ça nous a coûté 6 000 euros, c'est transparent. On a payé les artistes, etc. On a même été collecté. C'est une volonté politique, vous savez. Ce que je disais tout à l'heure. Moi, bien vivre ensemble, c'est accepter de rencontrer l'autre. Combattre les peurs. Vous savez, j'ai été marqué par le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français, qui est un livre intéressant, qui montre le risque d'éclatement et de division de la population française. La commune, c'est justement le lieu de proximité où on peut vivre ensemble. La première mesure, je réponds à votre question, c'est qu'il y a 7 grands quartiers à Corbeil-Essonnes. Dès le mois de mai, nous allons remettre des scènes dans les quartiers, refaire la fête, permettre à tous les jeunes artistes de Corbeil-Essonnes. Rendez-vous compte qu'un des films qui a bien marché en cette rentrée,
rentrée de septembre, la vie scolaire. Il y a un jeune de Corbeil-Essonnes, le film de Grand Corps Malade, qui joue dans ce film. Nous avons des rappeurs, des sportifs, etc. Les Misérables, des jeunes de Corbeil qui jouent. Eh bien, il faut permettre... qui sont mises en place. Déjà, moi, j'étais allé voir une pièce de théâtre. Enfin, j'ai croisé Elsa. Mais c'est un théâtre privé. Le théâtre privé. Oui, enfin le MJC. Enfin voilà. Attendez, il y a des fêtes associatives. Il y a toujours quelque chose dans les quartiers. Vous savez, il y a un théâtre avec une jauge de près de 500 places. Heureusement qu'il y a des pièces de théâtre dans le théâtre. Mais je dis pas que c'est mort. Je dis que vous me demandez ce que nous ferons. Nous allons, dès le mois de mai, repermettre aux habitants dans les 7 quartiers de se retrouver, de mettre en valeur la jeunesse qui a envie de réussir des projets de vie. Et nous allons refaire une très grande fête au mois de juin, notamment le 21 juin, la fête de la musique, permettre aux habitants de se retrouver. Après, nous allons lancer des grands projets. Un des grands projets, c'est le centre-ville de Corbeil-Essonnes. Rendez-vous compte, les grands moulins. Les grands moulins. Piéton. Pardon. Piétonne. Une zone piétonne. C'est quoi l'idée? Les grands moulins. Oui, non, mais sur la centre-ville. Nous sommes une des rares villes de près de 55 000 habitants qui a un centre-ville dont personne ne s'est occupé depuis 25 ans. Ce qui fait que, imaginez, nous sommes à la radio, d'imaginer, de se représenter ce que ça veut dire. Nous avons des grands moulins soufflets, les mêmes que ceux de Pantin, en bordure du périphérique. Une moitié de ces moulins, grande partie avec un patrimoine architectural remarquable, sont en vente. En plein centre-ville, à côté de la mairie. Nous avons une imprimerie qui cherche à se redévelopper ailleurs, 4 hectares en centre-ville. Nous avons les délaissés d'une sous-préfecture, d'une DDE qui ont été déplacés sur Évry, qui n'ont des bâtiments vides depuis 25 ans. Nous avons tous les délaissés de la gare, autour de la gare de la SNCF. Nous avons la friche industrielle de Covid. Eh bien, ça, c'est le grand projet. Le grand projet, c'est de réinventer avec les habitants. Il ne s'agit pas de le faire sans eux, parce que les promoteurs, évidemment, sautent aux aguets, ils achètent les terrains et ils cherchent à faire de la culbute financière. Il ne s'agit pas de reconstruire des milliers de logements. Et il faudra amener de l'emploi, de l'activité, un nouvel artisanat, des espaces de coworking. Il faut permettre à la jeunesse et aux salariés de pas forcément se taper 3 heures de transport par jour pour aller travailler, mais travailler et vivre à Corbeil-Essonnes. Voilà un grand défi qui est au cœur de notre projet. Ouais. Alors, je sais que la pub arrive. Oui, on va marquer très vite la pub et on revient pour les 4 dernières minutes. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec bien sûr le grand forum, la suite sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'émission Le Grand Forum aujourd'hui avec Tarek Mami et bien sûr Dounia Tebaoui qui remplace aujourd'hui au pied levé Christophe. Elle ne remplace pas, elle est chroniqueuse, c'est moi qui remplace. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est nous deux. C'est moi qui remplace, elle est chroniqueuse. Et ben voilà, en tout cas vous êtes avec vos invités en tout cas en direct à la radio. On va partir du côté de Metz. Oui, et tout à fait, nous avons Abderrahmane, qu'on va écouter, il va nous développer, il fait un gros programme, après une dizaine d'années de bataille, donc Abderrahmane et d'autres, bien sûr, arrivent avec leur association IACM à poser la première pierre de la grande mosquée de Metz ce soir, demain, programme en 4 parties. Abderrahmane, bonjour. Bonsoir, cher Tarek Mami, bonsoir aux auditeurs de France Maghreb 2. T'es un peu pressé, dis donc, c'est pas ce soir, hein, c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, bon, vous savez, moi je fais tellement de choses que vous faites bien de lancer. Alors vous aurez droit à 1 minute. Alors vous aurez droit à 1 minute 30 pour... Vous aurez droit à 1 minute 30 pour pouvoir revenir en deuxième semaine. Ouais. Allez-y. On vous écoute? Oui. Donc je dis bien que c'est la pose de la première pierre de ce grand projet de grande mosquée et d'espace culturel à Metz, ici dans cette merveilleuse ville. Aujourd'hui, il a fait un temps absolument magnifique, un beau soleil et la pierre de Jaumont dans toute sa splendeur sur les monuments de la ville, et ce seul monument qui manque pour le moment, cette grande mosquée, Inch'Allah, qui va bientôt prendre son envol sur le terrain. Alors, programme en 3 temps. Un grand week-end, les 14, 15 et 16 février prochains. Alors, l'heure et le lieu de la pose de la première pierre en présence de monsieur le maire. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a toutes les personnalités vont être présentes, ont été conviées. On a de nombreuses réponses, jusqu'à des personnalités qui viendront du Luxembourg et de la Belgique qui seront à nos côtés, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau artistique, au niveau représentation des États. Tout le monde sera présent.
Inch'Allah. Alors, première pierre, vendredi, il y aura à partir de 12h, l'ouverture du chapiteau pour la prière. Oui. Les mosquées vont être fermées, les deux grandes salles de prière vont être fermées et on priera donc sur le site, dans le chapiteau. Ça, c'est pour vendredi, à partir de 12h, on accueillera donc les fidèles qui viendront prier sous le chapiteau. Le samedi 15, le lendemain matin, à partir de 10h, c'est la cérémonie de la pose de la première pierre. Et le soir, à partir de 18h30, c'est le 3e gala de soutien pour, bien entendu, faire la levée de fonds. Et on espère qu'on aura beaucoup de monde qui viendront. Dimanche 16 à 13h, à partir de 13h, on a pensé aux familles et aux enfants de faire des activités ludiques autour de l'écologie en famille, parce que on voulait aussi présenter notre mosquée comme une mosquée verte, puisque nous allons préserver tout l'environnement. Je vois que tout le monde est sur la même ligne. Abderrahmane, on reviendra vers vous la semaine prochaine avec un peu plus de temps avec Christophe Fro. Et donc là, c'était juste une première piqûre de rappel. Voilà, je vais juste donner les réservations pour les billets du gala. Allez-y. www.mosquée sans accent sur les E -messe.org. www.mosquée-messe.org. Merci Abderrahmane. La semaine prochaine, on revient avec M. Bruno Périou pour les 2 dernières minutes. Alors moi, j'ai une question que tout le monde pose à tous les candidats. Êtes-vous dans l'esprit, si les finances de la ville le permettent, de basculer pour la cantine gratuite de manière à garantir à tous le fameux repas de midi en connaissant le niveau de nutrition des fois des élèves? Alors déjà, ce serait pas sérieux de dire que voilà, dès la première année, on peut avoir la cantine gratuite. Par contre, l'engagement que nous prenons, c'est de revenir à une régie municipale pour la cantine. Le maire de Corbeil-Essonnes a vendu à la Sodexo la santé et le goût des enfants. Et donc, voilà, ce contrat vient à terme en 2022. Nous verrons s'il est possible dès 2022 de trouver un autre mode opératoire pour que les enfants mangent. Mais l'objectif politique sur le mandat, c'est redevenir à une cuisine centrale en régie publique avec des circuits courts pour s'approvisionner. Et nous, on est aux portes des maraîchers du département de l'Essonne. Et donc, il y a un engagement à reprendre la main et on ne doit pas faire de l'argent sur ce que mangent les enfants le midi. Et donc, évidemment, il y a déjà un quotient familial, l'améliorer. Et moi, je suis assez d'accord sur le principe de gratuité sur bon nombre de services publics. Et ça s'étudie budgétairement. On peut l'avoir comme horizon. Bruno Périou, vous allez avoir la chance d'avoir 2 fois 1 minute. La dernière sera avec Donia, l'avant-dernière c'est avec moi. Quand on regarde votre plaque, on voit que la diversité de la ville est présente dans la candidature, chose un peu rare. Est-ce que c'est pas ça ce que vous appelez citoyenneté, regroupement de toutes ces gauches, et que les uns et les autres se retrouvent à vos côtés dans cette vision de société? Je crois que l'enseignement intéressant, c'est que justement parce que l'association Le Printemps de Corbeil-Essonnes assurait la citoyenneté et la représentation de la diversité de la ville, chose que les partis politiques, et c'est pas leur faire injure, ne sont plus complètement en mesure de faire, que ces forces de gauche et les écologistes ont décidé que nous fassions. Ils nous ont pas rejoints. Nous faisons ensemble. Il n'y a pas de prétention à ce niveau-là. Donc effectivement, une belle liste qui est à l'image de Corbeil-Essonnes, et la banlieue, elle est vraiment belle. Et c'est tout à votre honneur, puisque voilà, il y a des candidats pour qui la diversité peut déranger aussi sur certaines parutions. La banlieue est belle de cette diversité. Alors, comme ça. Votre dernière question. Alors, ma question, 1 minute pour répondre. L'émission est terminée. Alors, c'était, vous avez 1 minute, voilà, pour vous adresser à vos concitoyens de Corbeil-Essonnes. En 1 minute, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour que le 15 mars, ils votent pour vous, tout simplement? Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes dans une ville qui a souffert, qui a eu des divisions, une histoire un peu compliquée. Et nous sommes aussi dans une société marquée par la violence, par l'inquiétude de l'avenir. Et je crois que la liste que nous proposons, c'est de travailler à une ville unie et rassemblée, une ville apaisée, où les citoyens reprennent la main sur les décisions. J'insiste sur cette idée. La ville n'appartient pas aux maires. On n'a pas fait la Révolution française en France pour retrouver des petits seigneurs qui joueraient avec leur territoire. Vous voyez, territoire qui sera en plus en concurrence les uns avec les autres. Donc, le 15 mars, le 22 mars, le 15 mars si affinité, eh bien, nous travaillerons à ce que les habitants se rassemblent et face aux difficultés de la vie, face aux difficultés
difficultés du monde et un territoire où on puisse vivre ensemble, bien vivre ensemble à Corbeil-Essonnes. Voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup. Renaud Alors, merci à vous. on dit à tous bon vent. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Ce sont les électeurs qui décideront. Parfaitement. C'est votre discours et vos promesses qui engagent. Et je rappelle juste. Tout est enregistré, hein. Ouais, et voilà, justement, c'est pour ça. Et je rappelle que, contrairement à ce que croient beaucoup de politiques, les citoyens ont toujours la mémoire plus longue que les discours des candidats. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Il nous reste 2 minutes. Je dirais un mot sur la série. Vous voulez dire un petit mot puisque vous accompagnez, soyez en galant. Dites votre nom, prénom et votre qualité puisque vous accompagnez Monsieur Périou. Allez-y. Elsa Touré, je suis présidente du Printemps de Corbeil-Essonnes. Et vous êtes candidate. L'une des forces du beau rassemblement de la liste Corbeil-Essonnes Notre Ville. Je suis candidate sur la liste et écoutez, c'est un long chemin qui nous amène aujourd'hui, je pense, bientôt à libérer cette ville entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pris en otage, y compris parmi les agents de la ville. Et donc nous, on est très fiers de pouvoir rendre à sa jeunesse, à ses habitants, leur liberté aussi, sans prétention. Voilà, je préfère me frustrer et ne pas parler de mes 2 sujets derniers que vous frustrez vous, chers invités. Les 2 autres sujets sur lesquels j'aurais voulu dire un mot, mais c'est que partie remise, c'est l'avancée de l'armée nationale syrienne dans le dernier enclave d'Idlib pour récupérer la totalité de son territoire. Et le deuxième sujet, c'est les auditions qui ont lieu actuellement au Sénat en France pour l'audition, donc pour la place de l'islam en France. Il n'y avait pas assez de commissions, il fallait encore une. Et dans cette commission, on fait venir Monsieur Sifaoui, Madame Razoui et Monsieur Louisi pour parler de l'islam de France. Heureusement que la France n'a pas attendu pour faire son triptyque liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup Tarek Mami, merci beaucoup Dounia de ce grand forum. Merci à toi Medjed. Dans un instant on va revenir aussi à tous les invités. Dans un instant donc c'est le rappel de l'actualité, puis juste après c'est le 18-20 avec des cadeaux à gagner, ne bougez pas. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Avec au sommaire ce soir une pénurie mondiale d'équipements de protection pour lutter contre le coronavirus. Annonce cet après-midi de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tire la sonnette d'alarme. Direction la route des vacances ce soir pour les élèves de la zone C. Une route qui s'annonce très compliquée en direction des stations de ski des Pyrénées. On vous dira pourquoi. Et puis enfin le rugby. On connaît la composition du 15 de France qui affrontera l'Italie dimanche dans le tournoi Destination. Un seul changement au programme. Alors que le nombre de victimes du coronavirus ne cesse d'augmenter, 637 morts en Chine selon le dernier bilan et plus de 30 000 patients contaminés, l'OMS tire la sonnette d'alarme sur les équipements de protection. On commence à manquer de masques et de gants, Marie Dompère. Oui, il faut dire qu'on en utilise plus que d'habitude depuis quelques semaines et pas seulement en Chine. Au total, une trentaine de pays est touchée par ce virus, dont des pays moins développés. L'OMS a d'ailleurs annoncé cette semaine qu'elle allait envoyer des masques, des gants, des vêtements de protection et des kits de dépistage aux pays qui demandent de l'aide et qui n'ont peut-être pas les moyens médicaux suffisants pour faire face à cette épidémie. Les fabricants de leur côté vont encore augmenter la cadence de production et certaines entreprises vont même se reconvertir provisoirement. C'est le cas de Foxconn qui assemble les produits Apple. Le géant de l'électronique a annoncé vouloir produire des masques chirurgicaux le plus rapidement possible. Marie Dompère, en France, après 4 heures d'audition, fin de la garde à vue pour Nordal Lelandais. Il avait été extrait de sa cellule aujourd'hui pour être entendu dans une affaire d'agression sexuelle sur l'une de ses cousines. À l'époque, l'adolescente avait 14 ans. Le meurtrier présumé de la petite Maëlys avait déjà été mis en examen pour agression sexuelle sur 2 autres cousines. L'affaire des 2 corps retrouvés enterrés dans un village du Luberon. Le premier suspect interpellé a été incarcéré et mis en examen pour homicide volontaire. Son frère est également entendu dans ce dossier. Pour le moment, l'identité des 2 victimes n'est toujours pas confirmée. Des autopsies doivent avoir lieu aujourd'hui, mais il pourrait s'agir de ces 2 amis d'enfance portés disparus depuis le mois de décembre. La politique, nouveau rendez-vous entre le gouvernement et les partenaires sociaux autour de la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe réunira les syndicats jeudi prochain à Matignon. Sur la table, notamment, la question de la pénibilité. Du monde sur les routes ce soir pour le début des vacances scolaires de la zone C. Les élèves de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier, Bordeaux et Toulouse. Bison futé, voie rouge ce soir dans le sens des départs. En
Île-de-France, drapeau vert partout ailleurs. À noter que l'un des accès à l'ensemble des stations de ski des Pyrénées-Orientales est fermé. Cette coupure de la route nationale 116 a fait suite à de nombreux éboulements et un affaissement du terrain sur près d'1 kilomètre après le passage de la tempête Gloria. Et alors que l'enneigement est exceptionnel sur les Pyrénées-Orientales, cette situation pénalise les stations de ski, comme nous l'explique Jérôme Meunier, directeur de la station des Angles. La plupart de nos clients passent par la 116. Ceci dit, il y a des solutions avec la vallée de l'Aude, avec un temps de trajet qui va être d'une demi-heure supplémentaire quand on arrive de Montpellier ou de Perpignan. Donc l'accès à nos stations de ski existe, mais ce qui est surtout le plus gênant pour nous, c'est que ça fait longtemps que tout le monde est conscient que cette route est primordiale pour la survie de la Cerdagne et du Cap-Cyr, mais pas que, parce que c'est une route nationale, on va jusqu'en Andorre, et malheureusement, on a l'impression qu'il y a toujours que des retouches qui sont faites les unes après les autres, au lieu d'avoir un vrai projet. Des propos recueillis par Boris Karlamov. On passe au sport, le rugby, et on ne change pas une équipe qui gagne. Fabien Galtier a dévoilé la composition du 15 de France pour sa deuxième sortie dans le tournoi destination. Dimanche contre l'Italie, le sélectionneur tricolore reconduit son 15 de départ, moins Virmi Vakatawa, blessé à un bras. Le centre du Racing est remplacé par le jeune Montpellierin Arthur Vincent. Les Bleus veulent confirmer leur première sortie très encourageante face à l'Angleterre et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont sur la bonne voie, comme l'a expliqué Fabien Galtier cet après-midi. On l'écoute. Pour nous, l'important, c'est d'abord la constance. C'est la capacité à se remobiliser après ce moment de décompression qui a eu lieu, parce qu'il y a un moment de montée en tension, l'événement, le match, le résultat, donc pression, décompression. Un des thèmes majeurs de la semaine, c'était le rebond. Et ce qui est important, c'est être sincère. Ne faisons pas semblant. Il faut qu'on ait un sentiment de sincérité dans le vestiaire avant le match, après le match. On ne parle pas de score, on ne parle pas d'essai, on ne parle pas de points d'écart, on ne parle pas de démonstration. On parle de ressenti. L'objectif, c'est une sincère satisfaction. Le reste, on l'analysera en temps voulu. France-Italie, c'est dimanche à 16h. Le foot et coup de tonnerre à Rennes. Le président du club, Olivier Létang, quitte ses fonctions. Un départ à contre-cœur, selon l'intéressé, qui n'a donné aucune raison. Le foot, c'est aussi le début ce soir de la 24e journée de Ligue 1. Angers reçoit Lille à 20h45. Voilà pour cette édition. Excellente soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.